ça me donne le courage de pouvoir me tenir devant vous. L'exposé, je vais le faire en français, mais de temps en temps, je parlerai aussi à lingala. Parce que c'est une de nos langues nationales. Je voulais qu'on nous apporte ici la carte de la RDC, pour que de manière brève, que je présente, que je localise l'Ituri. Parce que comme le modérateur venait de le dire, le secrétaire général, nous avons des difficultés à pouvoir même situer l'Ituri pour beaucoup qui sont ici à Kinshasa. Mon texte s'articule sur un certain nombre de points que je vais rapidement soulever. Je l'ai intitulé « Évolution de la situation récente de la sécurité en province de l'Ituri ». Je vais essayer de parler tout petit peu de la situation géographique de l'Ituri. Je vais me déplacer là et tout le monde verra où se trouve l'Ituri. Après, je vais parler d'un bref aperçu historique de la crise sécuritaire en Ituri. Et là, j'ai scindé ces points à plusieurs sous-points, parce qu'il faut avoir une idée sur la situation sécuritaire de l'Ituri pendant la Deuxième République, sous l'AFDEL, sous les différentes rébellions qui se sont succédées à l'Ituri, pendant la transition, le gouvernement 1+4, après je parlerai de la situation qui a prévalu après les élections de 2006 jusqu'à nos jours. Et je vais parler quand même de quelques cas de massacres qui sont perpétrés en Ituri. À la fin, je parlais de quelques facteurs d'avisement de la guerre en Ituri. Sans tarder, je commence avec la situation géographique de l'Ituri. Quand vous voyez la chère configuration de la province orientale, ça prend les bas humilés, le haut humilé ici, la Tchobo et l'Ituri là. À l'époque, toutes ces provinces étaient des districts de l'ancienne province, à l'époque Ozaï. Après l'avènement de l'AFDEL devenu RDC, la RDC pas devenu RDC, c'était devenu la province orientale. Après la promulgation de la constitution de la RDC en 2006, il était prévu que certaines provinces soient démembrées. Alors l'Ituri que nous voyons ici à rouge est issu du démembrement de l'ancienne province orientale. Si vous voyez l'Ituri là, l'Ituri est situé au nord-est de la RDC. Et il partage ses limites avec trois provinces. 4 même. Nous prenons la province de Haut-Touélé qui est là. 3 provinces de la province de Haut-Touélé, la province de la Tchopo et la province du Nord-Kivu. L'Ituri a beaucoup de ressources. Je crois que c'est une des causes qui fait que les conflits persistent à l'Ituri jusqu'à ce jour. Quand vous voyez du côté est de l'Ituri, bien que ce n'est pas indiqué, c'est l'Ouganda qui est ici à côté. Et en bleu ici, c'est le lac Albert, anciennement appelé le lac Mobutu, pour ceux qui ont bonne surveillance. Le lac qui regorge beaucoup de poissons, mais ces derniers temps, l'Ituri fait face à un problème où il y a une convoitise sur
les nappes pétrolières qui viennent d'être découvertes ici. Ça tire beaucoup de multinationales qui s'investissent. Je reviens peut-être brièvement, il y a plus de sociétés qui sont passées là-bas. Certaines sociétés ont commencé, ceux qui ont dit l'exploration, à un moment donné sont partis, d'autres sont venus. Ici, avec les 3 blocs pétroliers ici, l'Itourie fait face à un combat qui s'organise au niveau international, parce que vous allez tantôt trouver, ce sont les films britanniques qui viennent, vous allez trouver, ce sont des films français qui viennent, Total est passé par là, il y a des sociétés africaines, plusieurs autres sociétés, dont ne feront pas des autres qui sont venues, et qui jusqu'aujourd'hui n'ont jamais arrivé à commencer l'exploitation du pétrole. Mais du côté de l'Ouganda, les travaux ont déjà commencé, ils exploitent déjà. Ça, c'est un des problèmes aussi qui, d'une manière directe ou indirecte, joue sur la situation de sécurité en Itourie. L'élément que j'ai oublié, en nord ici, vous avez le Soudan du Sud. Avec l'Itourie, à part ces limites qui partagent avec les 2 provinces de la RDC, elle partage aussi ses frontières avec 2 pays voisins, notamment l'Ouganda et le Soudan du Sud. Si je les épingle, vous allez comprendre dans ma lecture qu'il y a quelque chose qui se fait dans ces pays. Le Soudan du Sud est un peu moins, mais l'Ouganda, vous allez voir le rôle que l'Ouganda a joué depuis l'avènement de l'AFDEL jusqu'à ce jour, un rôle que je qualifierais déjà d'un rôle négatif parce que l'Ouganda est en train de manipuler les compatriotes congolais pour qu'ils s'entretuent, pour qu'ils puissent avoir la même mise sur l'or, sur la forêt, sur même d'autres ressources qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. Donc, le diamant, l'uranium aussi a été découvert quelque part en province de l'Itourie. Plus de 2 décennies, la région de l'Itourie a connu des guerres successives. D'abord en 1996, avec l'arrivée de l'AFDEL, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Et en 1998, le RCD, dans tous ces mosaïques, parce que je vais vous dire qu'il y avait au départ le RCD qu'on appelait RCD tout court, après il y a eu RCD Goma, il y a eu RCD national, il y a eu RCD KML, donc qui s'engage au mouvement de libération. Je vais en parler un peu plus tard. De juin 1999 à 2004, la région était déchirée par une sanglante guerre interethnique. Je souligne la guerre interethnique parce que je vous dirai un peu plus tard qu'en Itourie, nous avons tous les 4 grands groupes ethniques de la RDC. Vous avez ceux qui s'appellent les Soudanais, vous avez les Nilotiques, vous avez les Bantous et vous avez les Pygmées en Itourie. En 1999, pendant la guerre qu'on a appelée, pour certains, la guerre d'agression, d'autres la guerre de libération. Je dois préciser ces 2 concepts parce que nous sommes dans une conférence où nous avons des intellectuels, nous avons des élites, nous avons des acteurs politiques. C'est malhonnête pour nous les Congolais. Quand nous venons, quand nous prenons les armes, nous disons que nous venons pour la libération. Mais lorsque nous sommes déjà assis, que l'autre arrive, on dit que nous sommes agressés par l'autre. Pourtant l'autre qui vit après, il dit aussi qu'il veut libérer. Je vais vous raconter cette histoire parce que moi j'ai vécu en Itourie. En 1996, lorsque l'AFDEL venait, l'AFDEL s'est dit, je vais libérer la RDC. Pour ceux qui étaient pendant la Deuxième République, ils ont qualifié l'AFDEL d'agresseur. L'AFDEL s'installe, le RCD arrive, l'AFDEL qui était du côté de Kinshasa ici, avec Laurent Désiré Kabila, s'est dit agressé par le RCD. Mais le RCD de son côté dit qu'il vient pour libérer le Congo.
La liste est très longue parce que le MLC est passé par là, le RCD KML est passé par là, le RCDN est passé par là, avec le même pareil qui est l'Ouganda. L'Ouganda soutient toute initiative de déstabilisation et de guerre, mais en passant par nous-mêmes, nos propres compatriotes. Je vais vous citer quelques noms pendant mon exposé, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre, pourquoi? Parce que nous suivons beaucoup de leçons ici à Kinshasa, dans les radios, dans les télévisions. Mais si nous revenons dans le passé, de beaucoup d'acteurs politiques nous avons dit qu'ils ont été aussi quelque part les gens qui ont contribué pour le malheur de ce pays. Dieu merci pour notre président qui est présent. Il se bat politiquement et utilise sa tête pour essayer d'apporter quelque chose de plus meilleur pour ce pays. Mais il y en a d'autres qui se sont fait des acteurs politiques en utilisant les armes contre les propres frères que nous sommes, que vous êtes. Tantôt pour la libération, comme ils disent, et d'autres comme des agresseurs en utilisant. Donc, en se servant de deux pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda, dont vous attendez encore l'écho aujourd'hui, malheureusement. Sous la Deuxième République, quelle était la situation de l'Ituri? Sous la Deuxième République, du règne de Mobutu, la province de l'Ituri, à l'époque district, n'a pas connu de crise sécuritaire majeure, à part celle liée au conflit foncier. Ce conflit foncier opposait les agriculteurs lindous et les éleveurs Emma. Je ne dois pas cacher mon identité, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis de la tribu Lindou. On peut considérer la tribu Lindou comme des agriculteurs en opposition par rapport au conflit foncier. Ce sont les Emma qui sont là parce qu'ils ont besoin, toutes les deux communautés ont besoin des étendues. Les agriculteurs ont besoin de l'espace, n'est-ce pas, pour cultiver. Les éleveurs ont besoin de l'espace pour pendre les troupeaux. C'était ça, et c'est cela même la base des conflits ethniques en Ituri. Mais durant de Mobutu, ce qui était positif, à chaque fois, les conflits fonciers dégénéraient ou tentaient de dégénérer à une guerre interethnique, la force publique était là pour s'interposer directement et immédiatement mettre fin à ce conflit. Il ne faisait pas une semaine, tout au plus 2 semaines, 3 semaines, sans que la force publique, l'armée zaïroise, ne puisse intervenir et mettre fin à la guerre qui pouvait naître, qui pouvait diviser de manière continue pendant longtemps les deux communautés, Emma et Lindou. Le problème viendra lorsque l'AFDEL va passer par là. L'AFDEL passe pour la libération du Congo d'après son idéologie. L'AFDEL malheureusement n'aura pas le contrôle sur ce qui viendra après son passage par l'Ituri. L'AFDEL est passé en Ituri en 1996 en décembre. Arrivé à Kinshasa en 1997, on avait une accalmie précaire de quelques mois seulement, si pas une année, parce que déjà en 1998, c'est le RCD qui s'est pointé pour venir combattre le régime de l'AFDEL. Après le régime, le régime de Mobutu, la Deuxième République, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes sécuritaires en Ituri. Le problème a commencé à refaire surface et arrivé jusqu'à ce jour lorsque le RCD est passé par là. Il y avait conflit interethnique de temps en temps que la force publique, comme je viens de le dire,
il était fait pendant un moment, un temps très record. Sous les différentes rébellions, je parle ici de RCD qui est arrivé en 98. Le RCD est arrivé à Ituri le 8 août 1998. Avant d'avancer, j'aimerais rappeler quelque chose. Toutes ces guerres qu'on appelle tantôt d'agression, de libération, commençaient toujours par le Sud Kivu. Quand la guerre commence au Sud Kivu, et après, le Nord Kivu va comment? C'est directement l'Ituri qui a l'expédition, parce que ça ne tarde pas pour la fin de l'Ituri et embraser le reste du pays. L'AFDEL a commencé ici au Sud Kivu, au mois d'octobre. Il est arrivé quelques jours après à Goma, en Nord Kivu, et à décembre, l'AFDEL était déjà à l'Ituri, et a poursuivi ce chemin vers le Touré, prendre l'Équateur jusqu'à arriver dans le Kenge, Bandoubi, à Kinshasa, le 17 mai 1997, je pense. Le RCD a commencé la même logique. Au Sud Kivu, au Nord Kivu, et après Ituri. Malheureusement, cette nouvelle aventure va trouver une résistance. Pourquoi? Parce que le MLC s'était déjà créé du côté équateur, qui a poussé la progression du RCD vers le nord de la République. Le RCD va se limiter à prendre le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Ituri, le Haut-Touré et la Tchoto. Sous les rébellions RCD, MLC, les conflits récurrents et la persistance de plusieurs groupes armés dans le RCD, dans toutes ces mosaïques. Si je parle de mosaïque du RCD, je fais allusion au RCD Goma, je parle du RCD qui s'engage au mouvement de libération, je parle du RCD national, selon ces mosaïques, et le MLC avait entraîné la circulation d'une grande quantité d'armes, des armes légères et de petits calibres qui venaient de tous les sens. Avec leurs parents rwandais, ougandais, ces différents groupes avaient rendu la partie est du pays un théâtre d'affrontement à répétition pour la conquête de l'espace. Parce que toutes ces rébellions-là, chacun voulait agrandir ce territoire pour que lorsqu'il y aura négociation, que chacun se sente confortablement assis, positionné, parce que j'aurais quand même à défendre un grand espace du territoire national que je contrôlais. C'est ce qui avait fait que lorsque le MLC à ce moment-là, qui se trouvait à l'Équateur, le MLC est allé à Bouya, le chef-lieu de la province de l'Ituri, pour négocier la cohabitation avec le NCD-KML, afin d'élargir leur espace en prévision des négociations qui avaient déjà commencé à Luanda, à Lusaka, en Afrique du Sud, afin d'agrandir leur espace. Ils se sont affrontés plusieurs fois avec les RCD, parce que les RCD aussi ne voulaient pas que son espace soit diminué pour qu'ils puissent peser sur la facilitation de plusieurs intervenants, Mustapha, Namanga Ngondi, plusieurs anciens chefs d'État de l'Afrique. Cette situation amenée par ces mouvements rebelles qui avaient entraîné la circulation de plusieurs armes de calibre avait pour conséquence l'émergence de plusieurs autres groupes locaux. Les groupes locaux ont aussi pris le goût de s'aventurer dans les rébellions parce qu'ils voyaient, une fois que
les gens prennent l'arme, ils passent par leur terroir, arrivent à Kinshasa, ils sont au pouvoir. Ça c'est l'AFDEL. On a vu Mouzé passer, il est devenu président de la République. Le RCD qui combattait Mouzé avait aussi l'ambition de franchir tous ces espaces pour arriver à Kinshasa et se faire prévaloir. Malheureusement, il a été court-circuité par d'autres groupes rebelles qui avaient déjà pris naissance, notamment le MLC et le RCD quand il a connu des fissures. Au niveau de l'Ituri, maintenant, parce que nous parlons de l'Ituri, lorsque les belligérants, les gens qu'on appelait les belligérants, commençaient déjà à se réunir en Afrique du Sud, certains élites ituriens se sont dit qu'eux aussi vont créer leur mouvement rebelle afin de peser toujours lors des négociations. C'est ce qui avait fait que lorsque le RCD, qui s'engage au mouvement de libération, dirigé par Atipas Moussa Damossi, avait réussi à chasser les bombardeurs de l'Ituri pour entrer en Guadeloupe. Le RCD s'est vu aussi être chassé par les mouvements qui venaient de naître à l'Ituri, l'UPC de Thomas. Où est-ce qu'il trouvait la force? Toujours auprès d'un même parrain, l'Ouganda. L'Ouganda a soutenu l'AFDEL, l'Ouganda a soutenu le RCD, l'Ouganda a soutenu le MLC, l'Ouganda va soutenir aussi le nouveau mouvement, le groupe armé qui venait de naître à l'Ituri, donc l'UPC. L'UPC ne va pas tarder parce que, l'ayant vu, les autres aussi ont pris goût. Avec toujours leur parrain ougandais, on va susciter d'autres groupes qui vont s'affronter contre l'UPC sur le contrôle de l'Ituri. Tout ça, l'Ouganda n'avait pas un autre objectif. C'était de rendre l'espace instable pour continuer son exploitation. De lors, parce que l'Ouganda avait déjà pris le contrôle de Kinomoto. Pour ceux qui connaissent l'Ituri, vous connaissez Mongwalu, vous connaissez Wacha, où nous avons des gisements dont parfois que nous ignorons le portage, mais ce sont les étrangers, les multinationaux, ainsi que nos pays voisins, qui ont le regard très fixé sur ces ressources-là. L'Ouganda a manipulé les compatriotes jusqu'à rendre le pays instable, parce que déjà, lorsque on signait l'accord global inclusif à Sun City en décembre 2002, je pense, le 27 décembre 2002, l'Ituri était déjà dans une autre rébellion. L'IPC n'ayant pas participé dans les discussions de Sun City, une fois pour sa partie avec les SDKML à Sun City pour la signature, l'IPC a repris le contrôle de tout l'Ituri. Du coup, lorsqu'on a créé le gouvernement 1+4 issu de Sun City, ce gouvernement n'avait pas le contrôle sur l'Ituri. Parce que l'Ouganda avait déjà soutenu un autre fils qui venait de naître, qui était l'IPC. Kinshasa avait du mal à pouvoir contrôler l'Ituri. Donc l'Ituri est devenu un espace à part. D'abord géré par l'Ouganda. À un moment donné, c'est la Monique maintenant qui va s'interposer. Vous vous souvenez de William Swing? Oui, William Swing, le représentant secrétaire général de la Nations Unies au Congo, c'est fait comme un petit président l'Ituri là. Parce que c'est lui qui va mettre sur la même table l'UPC avec les autres groupes armés, dont le FNI qui venait de naître, tout autour, et commencer un autre dialogue, à part ça, ici, il y avait notre petit dialogue qui commençait à l'Ituri aussi. Du coup, sous la pression de la communauté internationale, quand même l'Ouganda va accepter de quitter, mais la Monique va demander à ce que l'Ouganda puisse lui laisser un bataillon pour la sécurisation de son personnel, comment ils appellent, les observateurs des Nations Unies. Parce que là, on n'avait pas encore déployé
les casques bleus pour la sécurisation du territoire. Le dialogue qui s'est tenu à Ituri avait commencé ici à Kinshasa, au centre Ngamba. William Soud, avec le gouvernement de la République, avait réussi quand même de ramener la notabilité de l'Ituri ici à Kinshasa, au centre Ngamba. Ils ont commencé leur discussion ici à Kinshasa. De là, ils sont rentrés en Ituri pour poursuivre leur discussion, pour se partager aussi les gâteaux. Mais cette fois-là, les gâteaux étaient très amers à avaler. Ça n'a pas été profitable aux Ituriens qui n'avaient pas participé à Sun City. Parce que les gâteaux étaient déjà suffisamment partagés. L'Ituri avait un problème qu'il fallait traiter de manière particulière. C'est comme ça que vous allez voir, à l'issue de ce dialogue, on va créer à l'Ituri une administration spéciale. Le 1 plus 4 était à Kinshasa. L'Ituri avait aussi son 1 plus 4. Il y avait un coordonnateur avec ses adjoints. Il y avait une assemblée spéciale intérimaire aussi là-bas. Et il y avait une structure d'accompagnement des groupes armés pour les accompagner à la démobilisation. Voilà la situation que l'Ituri a vécue pendant le gouvernement 1 plus 4. Je dois rappeler pendant ce temps que William Swing, qui était le grand chef à Ituri, avait réussi à convaincre le gouvernement de Kinshasa de négocier ou de d'amadouer les leaders locaux de l'Ituri et l'amener à Kinshasa. C'est comme ça qu'à un moment donné, on a vu M. Thomas Lubangisa Kinshasa, M. Floribert Damboussa Kinshasa, et tous les autres, les généraux, Germain Katanga, Jérôme Kakwavu, tous ceux qui le connaissent, sauf Bosco Ntaganda qui avait déjà révélé ici. Parce qu'au moins tout s'était élevé au grade des généraux. Sans accepter de venir à Kinshasa, Bosco Ntaganda est resté à Ituri et il a commencé à porter un mouvement. Le mouvement n'a pas réussi, il traverse à l'Ouganda. De l'Ouganda, il traverse au Rwanda. De Rwanda, il rentre au Congo pour commencer ce qu'ils ont appelé le CNDP, le L23 aujourd'hui. Beaucoup de ces acteurs, si je cite le nom, ils sont passés par l'Ituri, parce que je crois que c'était le passage le plus facile et le contact facile avec l'Ouganda. Avec le même président qui a encore la fonction, Museveni Yoweri-Kaguta. Thomas Lubanga se verra très vite notifié d'un mandat d'arrêt international. Il va aller à la Cour pénale internationale. Après lui, ce sera le général Germain Katanga. Il va le suivre. Donc, le mouvement qui s'est créé après la signature de l'accord global inclusif a épargné beaucoup de belligérants qui étaient sur le terrain. Il semble qu'il y a eu une loi d'amnistie qui a été signée pour dédouaner tous les belligérants, tous les chefs, et donc qui ont signé sur le territoire de la République. Malheureusement pour Lubanga, Floribert Damboussa et tout le monde, ils n'ont pas eu cette affaire-là. C'est comme ça qu'ils se retrouveront d'abord tous à Makala. De Makala, on va les déporter vers la Cour pénale internationale. Et je vous parle des détails qui ont été faits à la Cour pénale internationale, parce que moi-même, tel que je suis là, je suis à la Cour pénale internationale pour une déposition là. Voilà cette page tournée, les élections passées en Ituri, comme partout ailleurs la République démocratique du Congo. Avant que je n'arrive à l'étape qui a suivi, je note quand même, lorsque la MONUSCO, la MONUC de l'époque, a décidé de faire partir le bataillon ougandais resté, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait décidé qu'une force internationale puisse se déployer en Ituri. Pour ceux qui lisent l'histoire, c'est la force qu'on a appelée Artemis, conduite par les Français. L'objectif d'Artemis, c'était quoi? C'était la sécurisation de la population et de déplacer les terres, parce que
à chaque fois que les différentes rébellions passaient, la population était prise pour cible parfois. Il a fallu une force même pour sécuriser la population. C'est comme ça qu'on avait déployé la force Artémis, malheureusement seulement dans la ville de Bounia. Et le rôle que Artémis a joué, c'était de chasser tous les groupes armés qui étaient en train de disputer la ville de Bounia, parce que les groupes armés, au-delà de tous les Nigériens, les RCD, l'IPC, le FNI, physique, quelqu'un peut connaître ce chef Yves Kawa Parlement, si vous tapez, vous allez trouver. Tous ces gens-là se disputaient la ville de Bounia. Tous ces groupes se disputaient la ville de Bounia. Il y en a qui étaient du côté Est, du côté Ouest, du côté Sud, Centre, etc. Alors la force Artémis avait eu un des rôles de pouvoir les évacuer de la ville de Bounia parce que la ville était menacée. La population était très nombreuse à la ville de Bounia parce qu'ayant fui les villages et les recoins où devaient être exposés à la sécurité des groupes armés. Artémis a su sécuriser. C'est d'ailleurs à cause d'Artémis qu'il y a eu une accalmie à Bounia pour que la discussion puisse se poursuivre et s'achever la surface à Bounia afin de construire l'administration spéciale et périmètre. Ce n'est qu'après, au mois de septembre 2003, que le contingent irrégulier de la MONUSCO va arriver pour la première fois à Bounia afin de continuer le travail que Artémis était en train de faire. Mais là aussi, le contingent irrégulier n'avait pas un effectif suffisant pour sécuriser toute la province de l'Ituri. C'est comme ça que les tueries se sont poursuivies en dehors de la ville de Bounia. De 2004, parce qu'il y avait eu la calmie précaire en 2004, de 2004 jusqu'à 2017, l'Ituri a connu une accalmie que je qualifierais de précaire, parce que déjà on avait déployé les unités des FARDC à ce moment-là. Les FARDC, une innovation encore des groupes rebelles, parce qu'eux ne voulaient pas qu'on puisse garder les noms forces armées congolaises, FAC. Parce que les belligérants avaient aussi le nom de leur groupe. Le groupe de RCD, les militaires s'appelaient, je crois, Armée nationale congolaise. Le groupe du MLC s'appelait Armée de libération du Congo. Il trouve ici à Kinshasa, l'ex-gouvernement avait encore les forces armées congolaises. C'est ça, non? FAC. Parce qu'on avait négocié, tout le monde pouvait faire prévaloir ses idées. C'est comme ça qu'on a changé le nom FAC en FARDC par consensus ici, lorsque tous les belligérants se retrouvaient à Kinshasa. Le déploiement des FARDC sont poursuivis et cela a apporté une accalmie sur presque toute l'étendue de la province de l'Ituri. Mais un problème va surgir avec le programme de désarmement et de démobilisation qui n'a pas été bien conduite. Certains miliciens qui n'ont pas été servis par leur donner de l'argent, qui n'ont pas été bien réinsérés dans la société, ayant pris le goût des armes, vont rentrer en brousse. En plus de ceux-là qui sont rentrés en brousse, il y aura certains démobilisés à qui on a remis des motos, des équipements pour leur réception sociale, n'étant pas habitués à des travaux, des routines pour chercher de l'argent, ils vont rentrer encore en brousse. C'est comme ça qu'un des groupes qui est très actif, c'est le groupe qu'on appelle FRPI. FRPI va rester actif en Ituri. Sur FRPI va se greffer maintenant les autres miliciens qui avaient même intégré l'armée nationale pour aller continuer avec les aventures de la guerre. Depuis 2004 jusqu'à 2020, l'armée va combattre la FRPI
sans l'anéantir complètement. C'est comme ça qu'en 2020, pour ceux qui suivent l'actualité, en 2020, ce groupe FRPI a signé un accord avec le gouvernement de la République. Je me souviens, c'est le 28 février 2020. Depuis lors, ce groupe est resté là, en attente de sa démobilisation, de sa réinsertion dans la société. Parce que la communauté internationale dit qu'on n'intégrera plus les groupes armés, les miliciens qui ont tué dans l'armée nationale. Le FRPI est là. Je le qualifie déjà comme une épine sous le pied parce qu'ils ont encore leurs armes. Un des témoignages que les Ituriens nous ont produit en 2021 quand nous sommes allés à l'Ituri, à l'absence de l'armée congolaise, c'est lorsque les ADF ont décidé de mettre en feu une partie de l'Ituri, ici le territoire du Roulou. Ce sont les miliciens de FRPI qui sont allés s'affronter contre les ADF et ils les ont mis à déroute. Et les ADF ne se retrouvent plus maintenant dans cette zone. Les ADF ont commencé à immigrer vers le territoire de Mambasa. Et j'ai jamais continué Mambasa pour remonter vers Djoubou. Ça fait un problème parce qu'ils ont réparti avec le fameux état du siège. On a déjà répertorié un nombre important des ADF qui ne savent pas maintenant rentrer en arrière du côté du nord Kivu, d'où ils venaient, ils veulent progresser vers la Tchoko, je ne sais pas pour déboucher, on ne sait pas. Ça, c'est encore un problème, un danger qui guette notre territoire, parce que c'est lorsque la force qu'on appelle la force mutualisée, armée congolaise, armée ougandaise, lorsqu'ils sont coalisés, ils ont chassé les ADF, ils sont les vers Mambasa. Et pour l'Ouganda, ça suffit. Parce que dès lors qu'ils ont éloigné les ADF de leurs frontières, le reste c'est votre affaire. Vous les Congolais. Malheureusement, on n'arrive pas encore à maîtriser les ADF parce que, quand vous suivez les actualités, ils continuent encore à tuer. Et hier, j'étais étonné de voir les ADF se promener sur une route nationale. La nationale, on appelle RL4, qui va de l'Ituri vers Beni. Ils ont circulé, on ne sait pas où était l'armée. Ils ont circulé, ils ont marché, ils sont même photographiés, ils ont envoyé les photos dans les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, de 2017 à nos jours, ce que vous suivez, c'est une réalité parce que nous revenons de là. C'est le phénomène Codeco. Vous avez déjà entendu parler de Codeco, non? Ouais, ça c'est encore un autre grand problème. Depuis décembre 2017, la province de Ituri est de nouveau replongée dans une guerre opposant cette fois-ci la force de défense et de sécurité au groupe de miliciens qui s'appelle Codeco, qui venait d'être créé par un certain Justin Goudjolo, qui est déjà mort dans le territoire de Djougouissi, avec une de leurs branches à territoire de Mahagi. Les raisons qu'ils avancent, ce groupe, parce que nous avons eu l'occasion d'aller de rencontrer certains de ceux qui peuvent s'appeler leurs chefs, ils disent qu'ils ont pris des armes à cause de frustration suite aux multiples tracasseries. Ils disent la justice Coran au niveau de la province de l'Ituri n'est pas favorable aux membres de leur communauté. Les tueries de la population dont il fait allusion, c'est toujours pour leur communauté. Même s'ils sont en train de nuancer maintenant pour donner un sens d'un combat qui a un objectif précis pour justifier, je ne suis pas de leur groupe, mais je suis en train d'expliquer selon ce que moi j'ai fait comme analyse personnelle de cette mission que nous avons effectuée là-bas.
qui me fait passer, qui a une dimension hétéroclinique, c'est que dans ces milieux-là, majoritairement, je ne vais pas parler de beaucoup de tribus à l'Étoile, à part les Maïvé, vous avez les Alous, vous avez les Lougouara, vous avez les Lessés, et ainsi de suite. Mais le problème se pose, les Légos sont sur 3 territoires, à Irumu, à Djougou et Maradi. Les Lémas sont à Djougou et à Irumu. Une des raisons que ces jeunes gens, les miliciens du Codego Kipoulan, avancent, c'est que lorsque l'armée congolaise doit aller les chercher dans les lieux de retranchement, ils les utilisent comme pistolet les jeunes de la communauté adverse. Et lorsque c'est sur la ligne de front, ils le voient au-delà des militaires avec qui ils se battent, les jeunes des communautés adverses. C'est cela qui a fait que, vous allez voir dans les statistiques qu'on donne, il y a beaucoup de gens de l'ethnie Emma qui meurent. Les statistiques, il y en a nombreuses, mais je vous épargne ça parce qu'il y en a tellement nombreuses. Je vais vous en citer quelques cas seulement. Avant d'arriver à ces statistiques, je vais parler quand même des phénomènes ADF, parce que au-delà du groupe Codeco, vous avez notre groupe que j'ai oublié d'ailleurs, FPIC, qu'on appelle Kinekiri, mais si vous allez trouver, ils sont à Irumu aussi, et qui venaient de signer un acte d'engagement multilatéral d'un cessez-le-feu qu'ils ont remis au gouverneur militaire de l'état de siège, pour lequel ils attendent un processus de désarmement et de mobilisation et de leur résolution communautaire. C'est presque un même cycle là qui se répète, malheureusement. Les ADF sont arrivés à Mituri comment? Avant de localiser les ADF dans le territoire du pays, pas dans la province de Nord-Kivu, mais dans le territoire du pays. L'armée a commencé des opérations militaires de grande envergure à partir de 2000 et environ. Mais on n'a pas pris les précautions de sécuriser de l'autre côté de la limite, du côté Ituri. Donc à Irumu et à Rwanda. C'est pour ça que quand la puissance de feu de l'armée nationale, de FARDC, était au-dessus des ADF, ils commençaient déjà à traverser vers Ituri. Et là, c'est une grande forêt. C'est une grande forêt. Si vous n'avez pas la maîtrise des opérations militaires, l'ennemi peut rester le plus longtemps possible dans cette forêt. Parce que c'est une forêt dense. Vous pouvez circuler, parce que moi j'ai eu à l'effectuer, dans cette forêt, sans voir les roches, parce que ce sont de gros arbres, mais quand même il y a des passages. La nuit comme le jour, vous ne voyez pas la lumière là. C'est vraiment obscur, très obscur cette forêt. C'est comme ça que les ADF sont allés s'installer là. Dans la force neutralisée, UPDF, FARDC, s'ils ont réussi à les mettre à Beyrouth, ils les avaient déjà localisés par leurs services, et ils ont arrêté des bombes à distance, et ils ont réussi quand même à mettre à Beyrouth les nations des ADF. C'est comme ça que vous avez suivi à un moment donné, la communauté internationale avait crié pour dire que non, le fait de larguer des bombes, de manière aveugle, on tue les civils. Alors pour l'UPDF, c'était que tous ceux qui étaient là, comme on tuait les populations civiles, tous ceux qui étaient là sont supposés être des ADF ou bien des alliés des ADF. C'est comme ça qu'ils ont tiré comme ça. Et les ADF se sont déportés sur la province de l'Ituri. Un danger parce qu'ils sont là, ils se réveillent chaque matin, ils égorgent, ils tuent, ils décapitent les enfants, les adultes, sans pitié parce qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils se disent que maintenant qu'ils sont mis en difficulté, ils ne savent pas où aller. Quelqu'un qui ne sait pas où aller, il fait quoi? Il se comporte comme il veut. Voilà le phénomène ADF
aveuglement avec l'état de siège, les opérations IPDF et FARDC. Le cas de massacre dont je me réfère à l'ISO, c'est justement le cas de massacre de déplacés, dans le cas de déplacés. Parce que dans des villages, même si c'est des tueries, on comprendrait quand même qu'il y a un problème, il y a un conflit entre tel groupe. Mais dans le cas de déplacés, ce sont des cas qui nous ont vraiment dérangés, malheureusement pour lesquels nous ne savons pas ce qui se passe, parce que la plupart des cas de déplacés sont non de 2 km de base de la MONUSCO. Et on suppose que la MONUSCO, à tout moment, quand il y a un cri de détresse, il peut vite arriver et sécuriser le site. Mais c'est ce que nous ne voyons pas. Il y a le site que le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du métier de la paix venait de visiter dernièrement, le site de la paix Lero. 22 personnes étaient tuées là-bas, dans le camp. À côté, il y a la base de la MONUSCO à moins de 5 km, mais on a tué les gens quand même là. L'armée congolaise aussi, qui est tout autour, mais on a tué. Nous pensions que c'était un exemple qui pouvait alerter tous les services pour qu'on puisse sécuriser tout le site, mais nous constatons que ça ne va pas. Parce que, après ça c'était en novembre de l'année 2021, le 1er février 2022, il y a eu encore massacre dans un autre camp de déplacés, où on a tué 62 personnes, les enfants. J'ai vu sur le papier où nous retracions le nombre, donc les personnes que tuées, un enfant de moins d'1 mois qui a été tué. Vous avez vu, il y a eu des enfants de 3 mois, les femmes, les vieillards, ainsi de suite. Comme cela ne suffisait pas, le 8 mars, on a encore attaqué un camp où la mission catholique a ouvert son espace pour aider les déplacés à s'héberger, mais qui a été quand même attaqué. Et l'armée ne peut pas se loin de là. On ne comprend pas. Le 10 mai, il y en a eu encore un autre site de déplacés où on a tué 15 personnes. Et pour ce cas ici, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas parce que si vous arrivez là, même le projecteur de contingent de la MONUSCO éclaire jusque dans le camp. Mais on ne comprend pas. On a tué les gens juste à côté sans que la MONUSCO ne puisse arriver et voler au secours de la population vulnérable. Parce que le site, un site déplacé, c'est un lieu à principe qui est sécurisé, non? Qui doit être protégé à tout moment contre les dangers. Et notre cas, c'est le cas, c'est pas des cas miniers. Là, je dois nuancer. Là où on a massacré plus de 45 personnes. Là, c'était la discussion autour d'un site minier. D'après ce que nous avons suivi du rapport du gouverneur militaire, on a tué le propriétaire du site minier et les miliciens sont venus se venger, ils ont tué à désordre une quarantaine de personnes. Voilà le problème auquel l'Ituri fait face, l'insécurité persistante. Qu'est-ce qui est à la base de l'agisement de ce conflit? D'après nous, les opérations militaires déclenchées en Ituri depuis plusieurs années peinent à connaître des succès. Pourquoi? L'affairisme est entré dans le monde de notre armée. Comme la politique paye, il faut aussi que l'armée paye. Quand je suis dans l'armée, il faut que je me paye, il faut que je me construise mes villas aussi. C'est ça l'affairisme que nous avons trouvé comme un des éléments. Deuxième élément, c'est les sous-effectifs des militaires sur le terrain. Les militaires ne sont pas nombreux tels qu'on le déclare partout ici. Troisième élément, dans une certaine mesure, nous sentons qu'il y a une complicité
de nos forces avec les miliciens. Le dernier cas que vous avez suivi, on venait de juger et condamner plus de 5 militaires parce qu'on les a attrapés avec des munitions qu'ils partaient remettre aux miliciens. Là, ça m'a dérangé personnellement parce que comment un militaire peut aller vendre des armes et des munitions aux miliciens contre qui il se bat? Parce que ces munitions, quand vous les vendez, il a. Mais il va revenir vers vous. Ça, c'est un des éléments que nous avons trouvé très dangereux. Une certaine complicité de certains des militaires avec les militaires avec qui ils se sont habitués, parce qu'il y a certains militaires qui ont déjà passé plus de 15 ans dans une même position, 10 ans. Ils seraient familiarisés, ils sont déjà mariés là-bas, il a des enfants, il a toute une famille là-bas. Or, dans la norme, je ne sais pas, je ne suis pas militaire, mais on dit que les militaires sont des gens qui n'ont pas un endroit stable de vie, non? On les permet, on les change, et ainsi de suite. Ça, c'est une des raisons que nous avons pensé être une conséquence de l'alisement de la guerre à l'autorité. Je pense quand même un mot sur l'état de siège. L'opinion iturienne est divisée. C'est pas été divisée sur l'instauration de l'état de siège. Une opinion parce que l'état de siège était nécessaire pour mettre fin au phénomène groupe armé en Ituri. Une autre opinion passait plutôt qu'au lieu de l'état de siège, que l'administration civile soit là, mais plutôt qu'on puisse renforcer la capacité de nos militaires sur le terrain afin qu'ils puissent intervenir de manière ponctuelle et chaque fois qu'il le faut. Comme je l'ai effleuré au début, c'est à l'avènement de l'état de siège que les ADF ont commencé à massacrer. La raison est simple. Lorsque les autorités de l'état de siège se sont déportées à Bounia, à Ituri, le premier message qu'ils ne vont pas trouver bon, eux qui sont venus d'abord prioritairement pour combattre les groupes armés étrangers. Les ADF se reconnaissant comme groupe armé étranger, ils ont estimé que s'ils ne font rien, maintenant c'est leur fin, s'il faut dire ça à ce terme. C'est comme ça que les ADF ont commencé à massacrer aussi à l'aveuglette. Ils les tuent, ils les brûlent, ils les pillent. Cette fois-là, avec les gens qui s'appellent abusivement d'après nous, le Banyaboucha. Nous sommes de l'Est, Boucha c'est dans le territoire, dans la province du Nord Kivu. C'est toute une collectivité. Et les originaires de là sont de Boucha, le peuple Boucha. Mais ceux qui sont en Ituri, nous sommes presque convaincus que ce ne sont pas des Boucha. Parce qu'ils nous ont tendu la main aux ADF pour massacrer les Congolais qui étaient dans Bobo-Tchabi, en territoire d'Irumu. Et du coup, ils ne vivent plus là où ils étaient. Le problème de ce groupe, nous ne sommes pas des tribaux. Je ne prêche pas le tribalisme ici, mais je dois dire quand même la difficulté que la partie sud de l'Ituri a connue, c'était le déplacement massif de ces gens-là qui se seraient fait passer pour des Banyaboucha. Quand vous consultez certains compatriotes du Nord Kivu, même de la collectivité de Boucha, ils disent, pour la plupart, ce ne sont pas les leurs. Les analyses amènent l'opinion à comprendre que la plupart de ces gens-là, ce sont des expulsés qui étaient dans des cas de déplacés au nord de la Tanzanie. Ce sont des Rwandais qui étaient au nord de la Tanzanie à cause d'un des ordres qu'ils avaient semés. On était obligé de les renvoyer, de les expulser tous. Mais il n'y a pas la possibilité de rentrer chez eux. Au Rwanda, ils ont pris le territoire congolais comme île d'asile. Et on a produit
une feuille de route, je dirais, collective, pour qu'une bonne partie de ces gens-là se déplacent de Goma jusqu'à Goma, quelque part. Ils ont commencé à cultiver. D'abord, ils étaient à la forêt. Ce que vous avez dit que les humanitaires nous rapportaient ceci. Quand vous allez avec des assistances humanitaires auprès de ces gens-là, ils le refusaient. Ils disaient qu'ils ont la capacité de cultiver et de se produire de quoi manger eux-mêmes. Pourtant, les autres compatriotes de l'Ituri qui sont déplacés en interne acceptaient les assistances humanitaires. Mais ces gens-là venaient de très loin, qui n'avaient même pas encore de portion de terre suffisant pour l'exploitation, refusaient les assistances humanitaires au motif qu'ils savent cultiver, ils ont la force, ils ont la capacité de cultiver. Certaines indiscrétions ont même dit que lorsqu'ils traversaient, au-delà de leurs outils pour les travaux du champ, il y avait des armes qui étaient cachées dans leurs effets, dans leurs bagages, qu'ils se sont amenés avec jusqu'à Ituri là-bas. Voilà ce qu'on peut retenir des ADF, des Banyaboucha, que nous n'appelons pas Banyaboucha pour ne pas les cacher, que nous voulons qualifier directement de Hutu-Rwandais qui n'ont pas eu la possibilité de rentrer chez eux au Rwanda, mais qui ont voulu, donc qui ont trouvé une terre au Congo. Voilà. Mais nous, comme piste de solution, parce que nous avons passé aussi à certaines pistes de solution, nous avions passé que l'armée ainsi que tous les services de défense et de sécurité soient renouvelés en Ituri. Je suis tenté de le dire qu'ils soient renouvelés même dans toute la partie est du pays. Parce qu'il y a des commandants, comme je l'ai dit tantôt, qui ont déjà passé beaucoup de temps en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, et qu'on ne permette presque jamais. Et ce qui va vous surprendre, la plupart de ces commandants sont des commandants issus des mouvements rebelles. Mais je ne sais pas pourquoi on a préféré les garder là-bas, alors que ce sont les gens qui sont habitués avec le mouvement de la stabilisation de l'Est. Ça, c'est aux autorités du pays de voir, mais nous avons pensé qu'il faut le renouveler. Un autre élément, il faut combiner les efforts, continuer à sensibiliser ces groupes armés locaux qui ne comprennent presque rien parce qu'ils sont en train d'ouvrir la porte effectivement à ce qu'on appelle la balkanisation. Peut-être que le phénomène de balkanisation, c'est sur toutes les lèvres. Toutes les lèvres, aussi pas dans tout l'est du pays, mais en tout cas en Ituri, c'est sur toutes les lèvres. Mais sensibiliser pour qu'ils ne puissent pas ouvrir la porte à cette balkanisation. La balkanisation, nous disons, est planifiée pas par le Congo, mais par les puissances occidentales. Mais ils peuvent trouver une porte d'entrée à travers ces mouvements insurrectionnels, ces mouvements d'autodéfense, ces groupes rebelles qui sont en train de se constituer, ça et là, à travers nos provinces. Au-delà de la sensibilisation, il faut mener des opérations réelles, de frappe, des opérations militaires, aussi de grande envergure, contre certains groupes armés qui sont réfractaires et qui ne veulent pas comprendre. L'État reste l'État. Nous avons passé au-delà de ça, qu'on réhabilite certains centres. Pas centres d'entraînement, mais le centre où le militaire est habité. En Ituri, à l'époque de la Deuxième République, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait un centre qu'on appelle Gombari. Gombari, il y a Mo-Awa, c'est une colline, où il y avait des passés que lorsqu'il y a une tension qui commençait quelque part, on n'attendait pas que les militaires viennent de Kinshasa, de Kisangani, de Lubumbashi, parce que c'était loin. Ce sont les militaires qui étaient sur place, qui étaient envoyés immédiatement sous le commandement du ministre de Kinshasa pour pouvoir anéantir tout mouvement suspect qui devait naître. Moi, je pense comme une des pistes de solution, c'est de remettre en activité ces camps-là. Là, ça aiderait la République non seulement à se